Le président de la République, Jocelyn Privert, se dit prêt à partir le 14 juin. En effet, le chef de l'État, avant de s'envoler pour participer au 7e sommet de l'AEC à Cuba ce jeudi, a dit qu'il se plierait à la décision du Parlement. Il rappelle toutefois que la mission principale de son administration était de réaliser les élections. Jocelyn Privert encourage à la relance au plus vite du processus électoral. Aussi, il invite les acteurs politiques à accepter la décision du CEP concernant les recommandations de la commission de vérification afin qu'en janvier 2017, des élus légitimes prennent les rênes du pouvoir. Mais le président de la commission anticorruption du Sénat, Yuri Latortue, a fait savoir que le président Privert avait déjà commis plusieurs erreurs. L'élu de l'Artibonite a révélé que le Grand Corps travaille actuellement sur l'après-Privert. Et dans ce sens, moi je pense que nous dénonçons les rivières et nous disons que dans la situation que nous y a, il faut qu'on retrait, même j'ai fait retrait de l'interdiction de départ, il faut qu'on retrait sous question de arrêter qui nomme commissaire gouvernement dans CSPJ et également de prolongement mandat et bien CEPA qui est amené à d'autres élections. 13 juin ça lié. 13 juin c'est la fin du mandat du président Privert qui avait un mandat. Il n'est pas un président élu, le président élu il y a 5 ans, comme président provisoire, il a 120 jours. Donc, si fin mandat fini, il y a un dialogue dans la société pour voir comment, justement, remplacer le président Privert. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le président Privert a gagné un mandat pour l'exécuter. Et le mandat, nous arrivons à la fin de constater. C'est l'Assemblée nationale qui devait se réunir le cas échéant. Mais l'Assemblée nationale, là, justement, s'il n'a pas décidé le 13 juin, le constat sera fait que le président Privert n'a plus de mandat. Ce n'est pas moi qui signe l'accord là. C'est l'accord là qui dit que le président Privert a gagné 120 jours. Et 120 jours, elle a commencé le 14 février, elle a fini le 13 juin 2006. Le dialogue là, c'est pour nous gagner un président élu. Qu'on y a, si une majorité qui a renouvelé le mandat, très bien. Si une majorité qui a infirmé, qui dit que jeudi a mandat fini. Très bien. Mais puisque la majorité ça, devant qui fait nous retrouver devant la fin des 120 jours. Et l'Assemblée nationale là pour constater le cas échéant. OK, il pour le constater, mais il y a deux éléments là. L'Assemblée nationale là a constaté fin mandat pour qu'elle décider, mais s'il dans impossibilité de constater, nous constater la fin des 120 jours. C'est à faire nous dire qu'il faut un dialogue. Nous disons un dialogue parce que le dialogue là, c'est pour mener nous à. Pour qui ça nous avons un président provisoire là, c'est pour jusqu'à faire élection pour un président élu. Dès que vous arrivez dans la situation, pas qu'à réaliser, il faut nous faire consensus pour nous joindre possibilité pour nous réaliser l'élection. Scholzer Chancy, le président de la Chambre des députés, a indiqué que le Parlement n'est pas lié aux recommandations de la SIEV. Selon ses propos, le rapport de cette commission remet en question les fondements de la démocratie et les lois de la République. Pour justifier son opposition, la Chambre basse rappelle les prescrits de l'article 187-1 du décret électoral en vigueur qui stipule que les arrêts du Bureau de contentieux électoral national, BCEN, ne sont susceptibles d'aucun recours. Si la déclaration de Scholzer Chancy disant que le Parlement n'est pas lié par le rapport de la Commission avait une simple portée politique, aujourd'hui sa position est fortement soutenue par la loi. Le rapport de la commission de vérification électorale qui recommande la reprise à zéro de l'élection présidentielle et la révision de certaines décisions prises par le BCEN, en ce qui concerne notamment les législatives, est nul et non avenu. C'est à cette conclusion qu'est parvenu le président de la Chambre des députés, qui a rencontré le bâtonnier de l'ordre des avocats, faisant valoir le mot du droit. C'est l'Assemblée qui valide le pouvoir Mambio. Et puisque ce n'est pas CEPA, ce n'est pas BCN, qui valide le pouvoir Mambio, il n'est pas capable de valider. Constitution et décret électoral en main, le bâtonnier de l'ordre des avocats a demandé aux députés de garder la tête froide en ce qui a trait au jugement rendu par le BCEN en leur faveur. Sur ce point, maître Stanley Gaston, qui applaudit au passage la démarche de Scholzer Chancy, se veut clair.
Aucune autre décision ne pourra débouter celle déjà prise par le tribunal suprême. Parce que, comme je me dis, que j'insiste sur lui, il faut nous tenir compte de la notion de la fraude. Ça dépend de qui nature de fraude que nous avons parlé. Si fraude que fait l'État, c'est des fraudes qui étaient allées déjà devant BCEN à l'occasion de contestation au candidat qui gagné, BCEN pour ces questions de fraude, il n'est pas qu'à tourner. Mais on prend l'hypothèse qu'on a une fraude au monde qui était venu, qui était trompé CEP à son nationalité. Donc là, ça, pour une fraude pareille, BCEN lui-même est capable de décider. Mais pour toute question de fraude que BCEN connaît déjà, il n'est pas qu'à retourner sur. Attachés à leur mandat, des députés sont très remontés contre le rapport de la commission qui devient désormais pour eux sujet de débat. La balle est définitivement dans le camp du CEP qui pourra appliquer littéralement ou partiellement les recommandations de la commission. Les mesures d'interdiction de sortie du territoire émises contre d'anciens ministres du gouvernement Martelly et contre les membres de l'ancien conseil électoral ont été annulées. Une douzaine d'anciens ministres avaient protesté, parmi lesquels l'ancien chef du gouvernement Evans Paul. Tous ont qualifié ces mesures, nous citons, d'arbitraires, d'illégales, d'anticonstitutionnelles et d'antidémocratiques assimilables à des persécutions politiques. Les conseillers juridiques de ces anciens ministres ont dénoncé l'illégalité de ces interdictions. Selon la Constitution, seule la Haute Cour de justice, le Sénat ou la Chambre des députés peuvent convoquer un ministre. Le commissaire du gouvernement peut poursuivre n'importe quel citoyen dans la mesure où il y a eu infraction. C'est ce qu'a expliqué Maître Patrick Laurent. L'homme de loi dit encore que la Haute Cour de justice n'intervient que dans le cas où l'accusé est un haut fonctionnaire de l'État en fonction, président ou Premier ministre par exemple. En revanche, Maître Laurent, qui était invité ce jeudi à la rubrique Le Point de Métropole, précise que le commissaire du gouvernement ne peut priver une personne de sa liberté qu'en cas de flagrant délit. Flagrant délit, ça veut dire que c'est un délit qui fait commettre là, ou bien fait sorte commettre, qui a commettre délit à Kouni là, et pour la main dans le sac. Mais, commissaire gouvernement, juge de paix, agent de la police, pas qu'à contraindre au monde de liberté li, en dehors de flagrant délit. Mettre l'action publique en mouvement, pas veut dire arrêter moun. Mettre l'action publique en mouvement, pas veut dire interdire moun parti. Mettre l'action publique en mouvement veut dire que le commissaire, une fois le recevoir rapport, il saisit une juridiction compétente. Si son crime lié, il saisit cabinet d'instruction. Juge d'instruction, lui-même après telle mesure qui s'impose. S'il estime que son délit lié, il saisit tribunal correctionnel. Le commissaire du gouvernement, c'est un avocat de la société. En principe, dans l'égalité des armes, l'État supposé gagner même privilège par rapport à avocat privé qui défend particulier. Parce que le commissaire du gouvernement pas qu'à condamner. C'est mandé le pas demander, même gens avec avocat et poursuivre là pour le dire charge ça commissaire vient pour tout donner là, côté client là, charge ça pas kembe juge là mando laguer moun moyen. Mando renvoyer moun moyen hors des liens de la prévention. Il faut bien comprendre la question. Ça dépend de quel domaine qui est lié. Question ça réglé dans la loi haïtienne très longtemps déjà. Un texte très important, la loi du 27 juin 1904 sur les poursuites contre les ministres. Article 1er. Quand le président de la République et quand les fonctionnaires visés par la loi du 7 juillet 1871 ne sont plus en fonction et qu'il y a lieu de les poursuivre à l'occasion des crimes et délits commis pendant qu'il était en fonction, les seules formalités à remplir sont celles prévues par le Code d'instruction criminelle. Dépit ou pas la fonction qui te permet que l'autre exerce là, c'est la haute cour de justice, si tu commets un crime dans l'exercice fonction, dépit ou pas la fonction ça encore, ou pas qu'à dire pour poursuivre, c'est la haute cour de justice. Non, la haute cour de justice, c'est pour des dignitaires en fonction et des dignitaires bien déterminés, président, premier ministre, protecteur du citoyen, les membres de la Cour supérieure du contentieux administratif, les juges de la Cour de cassation, les membres du Conseil électoral permanent, mais en fonction. Et pour crime, très important,
qu'on commet pendant ou l'exercice fonction. Même c'est parce que c'est conseil électoral qu'il faut faire comme ça. L'ancien conseiller électoral Jacques-Céus Joseph estime normal que des poursuites légales soient engagées à l'encontre de ceux impliqués dans des actes de dilapidation des fonds de Petro-Caribé, ainsi que dans des fraudes ayant émaillé les dernières élections. Cependant, Maître Joseph est contre toute démarche illégale. Moi constate que amalgame sont instruments d'impunité liés dans le pays pour qui ça c'est là un groupe monde qui bourre autour, c'est eux-mêmes qui dans la justice, ils veulent protéger bourreau yo, ils mettent victime yo dans panier pour victime yo pas jeune justice. Et c'est ça que moi-même, moi demande au gouvernement pour lui prendre décision ferme, pour mener une enquête approfondie sur dilapidation fonds Petro-Caribé. Pour mener une enquête approfondie sur fraude électorale, dans la machine électorale là. Non yo t'a patogé dans la boue corruption. C'est pour l'État, gouvernement, mener enquête, préparer dossier sur les gens qui sont responsables pour jouer une punition. Mais en même temps, les faire ça, il faut respecter les droits des gens. Il ne faut pas mettre innocent avec bourreau même côté pour ne pas garantir impunité pour les gens qui commettent crime électoral, qui commettent fraude dans le processus électoral, qui complice dans la corruption dans le processus électoral. En plus tout, sous question Petro-Caribé, les gens qui ont pillé l'État. La police nationale a présenté le bilan des opérations menées par la DCPJ, qui est la direction centrale de la police judiciaire, allant du mois d'avril au mois de juin. Le porte-parole de la police, Gary Desrosiers, a confirmé le démantèlement de plusieurs gangs qui opéraient dans la zone métropolitaine. Il a aussi annoncé qu'un bateau battant pavillon panaméen, le MV Century Dream Panama, qui transportait du sucre, est actuellement arraisonné pour être fouillé. Il y a 14 kg de cocaïne qui saisit, 11,797 kg de marijuana, il y a 4 armes qui confisquées, un pistolet de marque Ruger de calibre 45, un pistolet de marque Glock 19 de calibre 9 mm, un pistolet de marque Taurus 9 mm, un revolver de marque Roussy de calibre 38 et 75 cartouches. Et des CPJ tout confisqués aux motocyclettes. Il y a 56 personnes qui sont arrêtés. Nature, vol à main armée, braquage, homicide, assassinat, tentative d'assassinat, trafic de drogue, port et détention illégale d'armes, agression sexuelle, abus sexuel, viol sur mineur, tentative de viol. À savoir, bateau que BLTS dit sous supervision parquet, il y a une fouille qu'a fait dans bateau ça. Bateau ça est le MV Century Dream Panama. De couleurs noir et rouge. Entreprise qui te fait commande et sucre et haute denrée, c'est entreprise GK Import Export. Opération de recherche a fait pour le moment c'est fouille qu'a fait dans bateau ça. BLTS dit sous supervision parquet. Au moment opportun, dès que gagner plus l'autre bagage que nous joignent, nous avons informé la population. À savoir, dossier au Kaila, nous avons dit que l'enquête a avancé sérieusement au niveau de la DCPJ, parce que c'est une enquête d'importance capitale, parce que son attaque qui fait son commissariat, et côté que policiers victimes, policiers mouris, policiers blessés lors de l'attaque ça, et nous songez victimes. Et enquête là, au niveau des CPJ, n'a pas avancé au moment opportun, n'a pas plus d'explications pour le dossier au cas là. L'Association des études de la Caraïbe se prépare à organiser sa 41e conférence annuelle à l'hôtel Marriott. Selon le comité organisateur, cette activité réunira environ 500 professeurs d'université ainsi que des chercheurs de la région. Le thème retenu cette année, les mouvements caribéens dans le monde, personnes, idées,
culture, art et durabilité économique. Et Caribbean Studies Association, le titre là en anglais, mais en fait, il traduit tout Association des études de la Caraïbe. C'est une association qui gagne 40 ans, mais c'est la première fois que la conférence a fait en Haïti. Donc, nous sommes très fiers de ce que Haïti a accueilli ici, là, près de 500 professeurs d'université, chercheurs, moun k'ap réfléchi pas seulement sur Caraïbes, mais sur relations Caraïbes avec le monde. Et nous sommes très contents que c'est Haïti qui a accueilli année ça pour la première fois. Donc, nous-mêmes, M. Dodard, professeur Biron, même nous avons fait partie du comité local d'organisation, parce que c'est comme ça fait chaque côté. Il faut un comité qui prend en charge toute question de relations, de logistique, de mobilisation. Donc c'est ça que nous avons fait là pendant les derniers mois et que nous allons continuer à faire toute semaine prochaine. Donc la conférence là a commencé lundi dans Marriott. La fête dans toute journée et grande cérémonie d'ouverture a fait dans la soirée avec professeur Jean Casimir qui va faire conférence magistrale. Right. I want to say on behalf of the Caribbean Studies Oui, nous sommes heureux de venir avec la conférence en Haïti pour plusieurs raisons, mais particulièrement pour réinscrire, pour réinstaller, pour rétablir Haïti au cœur de la production intellectuelle de la Caraïbe. La deuxième raison aussi, c'est que souvent, on voit la Caraïbe comme dans un contexte de plage et de soleil, sans pour autant articuler la production, la présence de la pensée intellectuelle. Et le rôle que Haïti a joué dans le développement de cette pensée intellectuelle, non seulement de la Caraïbe, mais de la pensée intellectuelle du monde panafricain. Donc nous sommes venus en Haïti comme si vraiment nous étions venus maintenant pour rétablir, repartir à la source même de la production de la pensée noire qui est Haïti.